Jean-Philippe, Hmm. est-ce que l'énéagramme, c'est quelque chose qui se crée au cours de sa vie ou c'est plutôt quelque chose qui est là à la base et qui est presque là dès la naissance? D'accord. Donc, la grande question, en fait, c'est une question qui m'est posée souvent. C'est la question, est-ce que l'énéagramme est un acquis, donc à travers les expériences de vie, ou est-ce que c'est un inné, c'est-à-dire on arrive avec. Alors, on trouvera des avis partagés là-dessus. Euh, Il y a des arguments pour l'un, il y a des arguments pour l'autre. À un moment donné, de toute façon, ni les uns ni les autres n'ont les arguments pour trancher définitivement là-dessus. Donc ça va être la sensibilité des personnes. Moi, mon constat de mon expérience personnelle, c'est que si jamais c'était un acquis, il est très très précoce. Il est peut-être intra-utérin. En tout cas, déjà, dès la naissance, on voit des choses qui sont caractéristiques qui vont se développer plus tard. Mais après, derrière, effectivement, quelqu'un qui, de manière rigoureuse, voudrait dire « j'ai raison », face à un autre qui aurait raison avec l'autre avis, faut être honnête, on ne peut pas trancher. Donc ma sensibilité, c'est qu'il y a quelque chose de très très précoce, peut-être inné, avec des expériences personnelles autour de ça, autour des enfants que j'ai pu avoir, etc. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que quand on prend quelqu'un qui a donc un fonctionnement majoritaire dans l'énéagramme qui ressort, et qu'on s'intéresse à son histoire de vie, qu'on prend toutes les personnes qui ont un certain fonctionnement, qu'on s'intéresse à leur histoire de vie, on trouve un dénominateur commun. Donc on peut établir un lien entre fonctionnement énéagramme et histoire d'enfance. Ça marche très très bien. C'est très intéressant dans une approche thérapeutique parce que ça nous donne des très beaux accélérateurs. Après, est-ce que ça veut dire que c'est ces expériences qui ont forgé le mode de fonctionnement, ou est-ce que c'est une prédisposition à ce mode de fonctionnement qui a fait que le petit enfant a fait son marché et a été plus sensible à ceci qu'à d'autres choses qui étaient là aussi, ce qui pourrait expliquer pourquoi les frères et sœurs qui sont soumis finalement au même écosystème ne construisent pas le même fonctionnement. C'est une question qui restera longtemps du domaine de moi je le sens comme ci ou moi je le sens comme ça. Les éléments de preuve, je dirais, scientifiques, solides, je pense qu'on n'est pas prêt de les avoir. Mais on peut, indépendamment de son avis sur la question, rapprocher les profils d'histoire d'enfance, de blessures d'enfance, avec beaucoup de bonheur et vraiment l'utiliser comme un bel accélérateur de nos interventions. Ça, c'est clair. D'accord. Tu parles de blessures. Qu'est-ce que c'est ce type de blessure? Comment ça se met en place dans la typologie? D'accord. Alors, ces blessures, ce sont... moi, je vais me référer à un modèle qui marche très bien. C'est les blessures, les 5 blessures de Louise Bourbeau. Donc Louise Bourbeau, dans son travail, dégage 5 blessures fondamentales, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est le best-seller qu'on trouve assez facilement qu'elle a écrit là-dessus, puis elle a écrit d'autres livres, et c'est une approche des choses où une blessure fondamentale donnée va créer effectivement tout un tas de comportements. Et ce qui est intéressant dans ces blessures-là, c'est que si par exemple ma blessure fondamentale était une blessure d'abandon, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de désagréable dans ma vie d'adulte, je me sens abandonné. Si c'est une blessure de rejet, à chaque fois que dans ma vie d'adulte il y a un truc un peu lourd, je le vis comme un rejet, là où d'autres le vivront comme un abandon, ou comme une injustice, ou comme une trahison, ou comme une humiliation. Donc en ça c'est très intéressant parce qu'on accède quelque part à la traduction que fait la personne de ce qu'elle vit. Et du sillon dans lequel elle retourne, qui est le sillon de cette blessure initiale. Donc c'est vraiment un outil puissant et un levier puissant. Alors ce qui est d'autant plus puissant, c'est de coupler ça avec les fonctionnements énéagrammes. D'accord. Donc du coup, quand on connaît un peu sa blessure originelle, on peut s'aider de l'énéagramme pour essayer de sortir de ces scénarios répétitifs? Complètement, ou inversement, ça marche dans les deux sens. Donc à un moment donné, si on veut être plus précis que ça, je vais prendre un exemple. Il y a une des blessures, c'est la blessure d'abandon. En général,
dis bien en général, c'est pas non plus, mais dans une majorité de cas, ça renvoie dans l'enfance à un problème à la mère. Et plus tard dans l'accompagnement, la problématique, c'est une problématique à la mère plus qu'au père qui va se jouer. Bien qu'on ait tous les 5 blessures, hein, dans des proportions différentes, on peut avoir plusieurs blessures en même temps. Mais si cette blessure est vraiment majoritaire, c'est plutôt en général du côté de la mère et du rapport à la figure maternelle que ça se passe. Cette blessure d'abandon, elle va trouver son origine dans le sevrage précoce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le petit enfant, il est là, et il est dans cette phase de, je qualifierais de corne d'abondance. C'est au-dessus, il ouvre la bouche, ça tombe. C'est merveilleux, c'est un état paradisiaque. Hein. On a tous connu ça, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et donc, par rapport à ça, à un moment donné, sevrage précoce, ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a enlevé du sein, ça peut être un déménagement, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, ça peut être... Mais dans la symbolique, il y a la corne, et d'un coup, sans préavis, alors que l'enfant n'est pas prêt, il n'a pas reçu son recommandé accusé de réception, hein, pour le prévenir, tout d'un coup, clac, ça coupe. Alors le petit enfant, il est là, il ouvre la bouche. Et c'est tari, il n'y a plus rien. C'est un manque. Et là, c'est dur. Là. On m'a abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, il y a 2 réactions possibles. Si l'enfant prend la voie, que je qualifierais la voie du mental, ça va être... alors, le petit enfant, il n'a pas les réactions que je suis en train de faire. Il faut transposer, on est d'accord. Mais là, je fais une métaphore dans ce que je dis. Ça va être, mais... Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous m'avez oublié. Et puis ça va être, mais... Ils sont pas bien ou quoi? Oh! Bah non, ils sont pas bien, quoi. Donc, à un moment donné, cet enfant, il va faire quoi? Il va chercher à retrouver la corne d'abondance. Il va chercher un objet transitionnel, le doudou, hein, l'objet transitionnel. Et donc, il va chercher un truc. Tiens, ça c'est ma nouvelle corne d'abondance. Ah, ouais, c'est rigolo, mais c'est pas aussi bien. Ça là-bas. Ah ouais, ça a l'air mieux. Il va y aller, il va le goûter. C'est pas aussi bien. Ah oui, mais ça, finalement, peut-être ça. Je le jette, je vais. Et je vais d'objet transitionnel en objet transitionnel dans une quête sans fond, puisque à un moment donné, ce paradis perdu, il est perdu, et on génère exactement le comportement de quelqu'un qui a un flux 7. Donc le 7, c'est vraiment ça, je papillonne, et je suis quelque part, j'ai déjà envie de ce qui est après, parce que je cherche inconsciemment à retrouver ce paradis perdu. Et si vous avez quelqu'un qui vit en accompagnement, qui fait du 7, à un moment donné, on peut l'accompagner pendant très longtemps sans résultat, puisque fondamentalement, la clé, c'est de faire une chose qui n'a jamais été faite, c'est le deuil du paradis perdu. Tant que cette personne-là ne fera pas le deuil de ce paradis perdu initialement, elle va continuer inconsciemment à le chercher. Et elle va le chercher pendant très longtemps, dans plein d'activités, de trucs, de machin. Elle va papillonner, elle va faire du 7. Donc à un moment donné, ce qui est intéressant dans cette histoire d'enfance, c'est que ça nous donne la clé. Et ça nous donne une clé puissante. Il y a une autre façon de gérer cet abandon et cette coupure, c'est avec l'émotion. Boum, le rideau tombe. Aïe, ça fait mal. Et là, au lieu de dire, mais qu'est-ce qui leur prend, c'est, puisqu'on est sur un fond émotionnel, c'est un fond, niveau émotionnel, c'est un fond dépressif. On verra le lien, peut-être, on pourra discuter, si tu veux, après, du lien émotion-énéagramme, qui est un sujet très riche aussi. À un moment donné, cet enfant-là n'est pas dans « ils vont pas bien ». Cet enfant-là est dans « qu'est-ce que j'ai fait ?» Aïe, qu'est-ce que j'ai fait?
S'ils ont coupé, parce que l'enfant a besoin de trouver du sens. Si c'est pas dans l'autre est un imbécile, ça va être dans moi. En fait, je le méritais pas. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur en me donnant jusque-là. Et là, maintenant, il va falloir que... Donc, il y a quelque chose de moche en moi. S'ils ne me le donnent pas, c'est parce qu'il me manque quelque chose. S'il ne me manquait pas ce quelque chose hypothétique, idéalisé, où on ne sait surtout pas ce que c'est, parce que sinon, c'est pas drôle. Parce qu'il me manque ce quelque chose, alors, j'y ai pas droit. Et la vie devient une quête de ce qu'il manque. Et on a complètement le 4. Fonctionnement du 4. Je cherche ce qui manque. Ce que les autres ont et que je n'ai pas. Quête sans fin. Dans le 4, il y a aussi cette recherche de la différence. Du coup, ça vient de ce manque-là qui crée cette recherche de la différence en même temps. Complètement. Ça va avec. Après, on peut affiner, approfondir si tu veux, mais c'est complètement la même dynamique. Et donc, à un moment donné, la question, elle est moins sur le deuil du paradis perdu que sur la traduction de la coupure qui a été faite. On n'a pas coupé parce que je ne le méritais pas ou parce qu'il y a quelque chose de moche en moi. Et c'est plus là que le travail va se faire ici sur le 4. Mais on voit que la même blessure peut donner 2 chemins différents. Donc c'est très instructif et ça nous permet d'aller vraiment très très vite sur la problématique de la personne. On gagne énormément de... Alors on parle de thérapie brève, mais là, non seulement on fait de la thérapie brève, en plus on a un accélérateur qui nous permet d'aller encore beaucoup plus vite. Donc, du coup, tu peux voir en fonction des typologies différents chemins qui ont pu se créer ou qui vont peut-être se créer au cours de la prochaine vie d'adulte, c'est ça? Ça se crée très tôt dès l'enfance, cette histoire-là. Quant à ça, tu as un autre exemple qui était intéressant, puisqu'on parlait de plutôt problème avec la mère. Quand on est plutôt dans une problématique de père, on a la blessure de trahison. Alors la blessure de trahison, elle va être par exemple très flagrante sur le mécanisme 6. Donc le mécanisme 6, c'est ces personnes qui veulent être en sécurité, qui ont tendance à avoir un petit peu peur de tout. Ça se passe comment, le mécanisme 6? C'est quelque chose qui se met vraiment en place au moment où tu as... au moment donné, l'enfant est en phase fusionnelle avec sa mère. Donc là, on est en fusion complète avec sa mère. Et à un moment donné, cet enfant va être suffisamment grandi pour vouloir sortir de la fusion. Au moment où l'enfant veut sortir de la fusion, le père avec un grand P, quelle que soit la personne qui joue ce rôle dans nos sociétés en pleine évolution, la figure du père est là pour poser une limite à la mère. Parce qu'à un moment donné, l'enfant là, il fait un truc qui est pas évident, il lui faut un allié. Et le père est là pour dire, là, voilà, là, c'est plus le domaine de la mère. Et à un moment donné, le père est défaillant à ce niveau-là. Il est défaillant du point de vue subjectif de l'enfant. C'est peut-être un très bon père. Alors, tout de suite, déculpabilisons les parents. Vous pouvez être le meilleur parent du monde. Si subjectivement l'enfant il a décidé de faire quelque chose avec ce que vous lui offrez, c'est pas parce que vous avez mal fait. De toute façon, comme je disais à un moment donné dans ma vision des choses, l'enfant fait son marché. Donc il va trouver même si vous faites au mieux. Donc à un moment donné, le père est quelque part défaillant, il trahit l'attente de l'enfant, la trahison elle est là. Et donc cette mère, elle est vécue comment? Comme dévoratrice, comme étouffante, comme dangereuse quelque part. Et donc, le monde est dangereux. Et donc, le monde dangereux qui fait que le 6 a besoin, après le flux 6 a besoin d'être dans des groupes qui le protègent, est complètement issu de ce point de départ-là. Donc, on voit, ça fonctionne très bien, c'est très très clair. C'est un mécanisme qui peut se mettre en place vers l'âge de 3-4 ans où qui se met en place au moment où on sort de la phase fusionnelle, donc c'est plutôt que ça. Plutôt que ça. Tout comme le sevrage précoce, il peut être plutôt que ça. Un enfant à 3 ans, les choses sont en place, sont bien en place.
Après, il y a toute cette question de l'inné et de l'acquis. Moi, je sais que... Alors après, le problème, c'est que il y a aussi la question de l'influence. Hein. C'est cette fameuse histoire de la personne qui croit dans les voyantes, qui va voir une voyante qui lui dit qu'elle va avoir un accident de voiture, elle sort du cabinet et elle a un accident de voiture. La question, c'est si la voyante ne lui avait pas dit, est-ce qu'elle aurait eu un accident de voiture? Est-ce que, quelque part, hein, on est bien d'accord. Donc à un moment donné, effectivement, quand on voit très tôt des choses chez les enfants, et qu'on connaît l'énéagramme, est-ce que notre attitude, justement, ne crée pas aussi des choses? On sait bien qu'on ne peut pas ne pas influencer. Donc c'est une question qui est difficile à trancher. Et quand on ne connaît pas du tout l'énéagramme et qu'on s'aperçoit malgré tout qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place, Oui. et qu'après connaissance de l'énéagramme, on se dit avec le recul, voilà ce qui s'est mis en place, c'était ça. Oui. C'est intéressant aussi de voir comment ça s'est mis en place avec le recul. C'est ça. Et on retrouve toujours ces histoires similaires. Là, je t'en ai raconté quelques-unes. On en aurait 9 différentes. Hein. Mais c'est toujours un petit peu... Alors, chaque histoire est différente. Mais si on essaye de dégager, entre guillemets, l'archétype de l'histoire, on retombe sur le même schéma, joué différemment. Le sevrage précoce de l'un, c'est un vrai sevrage au sein trop tôt. Celui de l'autre, c'est le petit frère qui a débarqué. Celui que l'autre, c'est on a déménagé. Mais il y a toujours ce fait fondateur qu'on va retrouver. Chez par exemple, le 8, le fonctionnement 8, cette personne qui doit être forte à tout prix, qui ne doit pas être faible, qui doit s'imposer tout le temps, on trouve dans toutes les histoires d'enfance de 8 qui nous racontent leurs histoires, ce moment de prise de décision. Ce moment de prise de décision qu'à un moment donné, le monde il est dur et que maintenant, ça suffit, on ne me la fera plus et je passe du côté des forts et puisque c'est comme ça, je vais être fort. Il n'y a pas de justice, parce que c'est une blessure d'injustice. Hein, il n'y a pas de justice dans le monde, donc c'est à moi de faire la justice. Et à partir de maintenant, j'arrête de voir le monde avec toute la candeur que j'avais avant et ça bascule. Et quand on discute avec des personnes qui font du 8, bien souvent, ils sont capables de vous dire c'est cet événement-là, ce jour-là. Et est-ce qu'il est possible aussi de voir ce mécanisme 8 se mettre encore plus tôt en place du fait qu'il y a eu justement une injustice, même presque lorsqu'ils étaient bébés On peut poser des hypothèses. La grande question avec un sujet comme l'énéagramme, c'est que si on veut être sur quelque chose d'assis scientifiquement, il faudrait faire un échantillonnage et puis avoir un nombre de cas suffisant, les analyses statistiques qui vont bien, de la stat pour psychologue, etc. qui vont bien. On est loin aujourd'hui d'avoir les budgets pour faire ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon, en France en tout cas, aux États-Unis, c'est pas le cas, mais en France, on n'est pas sur des disciplines universitaires. Donc, à un moment donné, on peut poser des hypothèses, être dans une affirmation catégorique, c'est difficile. On pourrait aussi poser l'hypothèse tout autant que ça se passe en intra-utérin. Et que moi, personnellement, j'ai eu 3 enfants que j'ai vu naître, j'ai vu 3 naissances différentes qui, curieusement, sont très en phase avec ce que j'ai vu se développer après. Maintenant, 3 exemples n'est pas représentatif, mais c'est une réalité. Donc après, on pourrait aussi poser que c'est intra-utérin. Pour ceux qui ont d'autres croyances, on pourrait poser que c'est même avant, après les croyances de chacun. Mais d'un point de vue démontrable, ce qui est démontrable aujourd'hui, c'est qu'un adulte qui a un mode de fonctionnement majoritaire dans lequel il est enfermé, c'est une classe d'histoire d'enfance parmi les 9 et que ça marche à tous les coups. Ça, du coup, ça on peut le démontrer. Après, quand, comment... Tout à fait. Et du coup, dont je me sers beaucoup et c'est très très pratique. Merci beaucoup Jean-Philippe. Je t'en prie. C'est un plaisir. Moi aussi.